Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour mon analyse, comme chaque semaine, moyen long terme de la paire euro-dollar. Alors, oh putain, j'ai mal nettoyé mes lunettes. Ok, ce que je voulais dire c'est, on va commencer par prendre les graphes en journalier. Bon, on va commencer en hebdo, rapidement. En hebdo, forcément, d'une semaine à l'autre, ça bouge pas beaucoup. Donc là, ce qu'on constate, c'est que ça a été une semaine qui a été assez volatile, mais qui finalement a amené peu de mouvements entre le début et la fin de la semaine. On a des grosses accélérations baissières, une bonne petite accélération haussière, on a de grandes ondes mais un petit corps. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, ça signifie qu'il y a de la tension, il y a de la nervosité, mais on ne sait pas dans quel camp aller. Donc je développerai cette idée au fur et à mesure de l'analyse. En journalier, oui, donc pardon, pour finir en hebdo, donc on est toujours dans ce canal de fond baissier, hein, tracé en vert, voilà, avec la résistance oblique baissière, le support oblique baissier. Dans un canal court terme, enfin moyen terme, pardon, moyen long terme haussier, tracé en rouge ici. Et à plus court terme, on va dire moyen terme, on est dans un espèce de biseau baissier, biseau lent, on peut parler d'un biseau ou d'un drapeau. Donc c'est-à-dire un mouvement de correction baissier au sein d'une tendance de fond haussière. Et donc on a toujours cette résistance oblique baissière noire qui tient le coup pour le moment. Si elle est franchie, on pourra avoir une reprise assez vive au moins du marché par les acheteurs. Avant ça, on pourra également s'affranchir de la résistance oblique baissière verte. On est dans le haut de ce canal baissier. Et quand même, depuis le début de l'année, on remet en question ce canal baissier sur l'euro-dollar. Depuis les plus hauts, donc qui avait été marqué avant la crise des subprimes, donc à l'été 2008, on avait atteint un euro dollar à 1,60. C'est-à-dire qu'il fallait 1,60$ pour acheter un euro. On passe en graphe journalier. Donc en graphe journalier, on est dans une dynamique haussière, comme j'ai dit, depuis le début, depuis plus d'un an, pardon, depuis 2010, donc depuis juin 2010, depuis plus d'un an. On a atteint des sommets au début du mois de mai avec un euro à 1,4930 dollars. Et donc depuis on est en phase de correction. On a retracé quasiment 38,2% le 11 juillet, donc au début du mois de juillet. Alors, une petite seconde, voilà, que je retrace ça bien. Et donc désormais on est en phase de retracement et donc on verra si on parvient à aller chercher de nouveau plus bas que ces plus bas, mais pour le moment les acheteurs sont quand même présents, hein. On voit une bonne zone de support qui se dessine aux alentours des 1,40, 1,41. On voit que depuis les plus hauts de mai justement, on a des vendeurs qui essaient chaque fois de reprendre en main le marché, mais les acheteurs qui résistent bien. On pourrait tracer un espèce de triangle descendant. Le problème c'est que la résistance ne serait pas parfaite, pardon, le support ne serait pas parfait. Mais voilà, si on traçait un support à peu près dans cette zone, à 1,4050 pour prendre le milieu, voilà, 1,4050, on voit quand même que voilà, les vendeurs ne parviennent jamais à partir en dessous pour le moment. Donc on est pris dans ce biseau, ce drapeau baissier tracé en noir. On reste dans une dynamique de fond haussière. Donc pour le moment il s'agit simplement d'une phase de correction. On voit d'ailleurs on est au-dessus des 38,2% de retracement de la dynamique haussière de fond. Donc moi je dis souvent ce que j'aime c'est les signaux de cassure de drapeau justement. Donc si on vient à casser la résistance oblique baissière noire, je serais très certainement acheteur à moyen terme. Tant qu'on est en dessous, en revanche, je suis pas spécialement acheteur, mais je ne serais pas vendeur non plus. Donc arrive le biais est haussier puisque la dynamique de fond est haussière à court terme. Mais on est pas dans une période ambiguë puisqu'on est dans la partie haute d'une tendance de fond très long terme, donc on a vu un hebdo qui est baissière. Mais en cas de cassure, oui, je serai acheteur quand même, on verra. Mais pour l'instant, je suis ni acheteur ni vendeur avec une préférence à l'achat, voilà ce que je pourrais dire. Donc, quels seraient les scénarios possibles? Alors, on a vu cette semaine pas mal de nervosité, avec des bougies inverses qui se sont succédées sur l'euro-dollar. À partir de mercredi, surtout, ça a bien bougé, avec grosse accélération baissière aussi à mercredi. Grosse accélération baissière jeudi avec la crise, notamment sur le CAC là, et les marchés européens où ça a bien baissé. On s'est repris vendredi, donc on a vu qu'on n'est pas non plus dans un crash absolu. Et on est revenu quasiment au point d'équilibre. C'est pour ça que vous voyez quand l'hebdo, on était quasiment sur la même clôture que l'ouverture, alors qu'on a eu pas mal de mouvements pendant la semaine. Donc concrètement, ça ne fait pas tellement changer nos avis sur le moyen terme. Par contre, il y a de la tension fondamentale, ça c'est clair. Il y a des choses fondamentales qui sont en train de se passer. Pourquoi les acheteurs et les vendeurs ne savent pas quel camp doit l'emporter sur l'autre? Pourquoi les acheteurs ne savent pas comment se placer? Déjà parce que le forex c'est bien plus dur à analyser que le marché des actions. Au niveau des données fondamentales, j'entends. C'est-à-dire que sur le marché actions, quand on a des données fondamentales bonnes pour une économie, ça ne peut pas être néfaste pour notre économie. Donc en général, on a l'ensemble des marchés qui vont plutôt à la hausse. Et forcément, quand on a des bonnes nouvelles par rapport à l'économie américaine, qui est toujours la première économie mondiale et qui impacte
qui est importante pour les autres économies. Quand on a une bonne nouvelle relative à l'économie américaine, en général, les marchés vont à la hausse. C'est pour ça que moi je pense que c'est plus facile de trader les news avec le marché action qu'avec le Forex. Le Forex, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Il y a énormément d'intérêts divers. Ça peut être les intérêts des banques centrales, les intérêts de certaines grosses entreprises qui vont plutôt échanger avec certains pays. Énormément de choses à prendre en compte. Là, j'en ai donné que deux, mais il y en a des dizaines, je pense, hein. En tout cas une bonne dizaine de raisons qui impactent. Et donc c'est difficile de connaître précisément les tenants et aboutissants d'une paire de devises. Alors il y en a qui sont plus faciles à analyser que d'autres, par exemple je pense au franc suisse qui en ce moment joue le rôle de valeur, voilà. Puis le rôle des devises change au fur et à mesure du temps, hein, en fonction ça peut être de la géopolitique ou du climat des pays, de l'importance dans tel ou tel marché, etc. Donc c'est assez complexe. En ce moment, on a par exemple le franc suisse qui joue son rôle de valeur refuge. Donc par exemple, vu qu'on a beaucoup de tensions en ce moment, ben, le franc suisse flambe alors que des devises comme l'euro ou le dollar baissent. Alors historiquement, en tout cas ces dernières années, le dollar a fait office de zone de valeur refuge par rapport à l'euro. On l'a vu pendant la crise des subprimes avec le dollar qui s'était largement renforcé. C'est moins vrai en ce moment, en tout cas c'est plus ambigu. On a notamment, c'est toujours vrai, hein, mais c'est plus ambigu. Notamment en ce moment, justement, par exemple, Standard & Poor's, c'était aujourd'hui ou hier, je sais plus, parce que j'ai entendu ça juste quand je revenais, mais je suis revenu aujourd'hui, qui a dégradé la note des États-Unis. C'est-à-dire que tu as dit, bon, ça reste une valeur refuge quand même pour le moment. Puis on a par exemple la Chine qui détient un moins de dollars. Bref, fondamentalement, je vais pas en parler, j'en parlerai pendant des heures et je suis pas spécialiste, donc je vous dirai en plus des bêtises. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est pas évident. Donc moi, techniquement, j'attends des signaux forts. Les signaux forts en journalier pour arriver. Bon, comme j'ai dit, en cas de cassure de la résistance, là, je serai clairement acheteur. Un autre signal qui pourrait être fort, ce serait la cassure, non pas du support oblique haussier bleu là, que j'ai tracé, bon je l'ai tracé juste pour principe, pour l'avoir toujours en tête et sous les yeux, mais c'est pas le plus important. Moi je pense que ce qui sera important sera la cassure de mon support oblique haussier rouge, mais il est mal tracé ici, voilà. Donc en cas de cassure de ce support oblique haussier rouge, là on pourrait parler d'une vraie remise en question de la tendance de fond haussière, qu'on avait donc depuis les plus bas liés à la crise grecque et qu'on avait marqué en juin 2010. On entrerait au niveau des 38,2% de redressement de pivot, et à ce moment-là, il y aurait un nouveau chemin qui s'ouvrirait. Donc moi, comme bien souvent, je vais jouer les cassures de support et de résistance. Le scénario que je privilégierais serait quand même le suivi de tendance comme toujours, et donc la cassure de la résistance oblique baissière court terme, en suivant la tendance de fond qui est haussière. Donc ça, ce sera vraiment un point d'entrée idéal. Par exemple, si ça se fait en début de semaine prochaine, on pourrait rentrer sur cassure, donc aux alentours par exemple des 1.4470, 1.4480. L'objectif qu'on pourrait viser, ce serait le ralliement des précédents plus hauts qui avaient été marqués donc, en mai. Donc les plus hauts, ils avaient été marqués à 1.4940, on pourrait placer l'objectif en dessous par exemple à 1.4910, ça serait pas mal. Le stop loss, on pourrait le placer sous les précédents plus bas. Donc par exemple, si on prend les précédents plus bas de vendredi dernier, on pourrait les placer sous 1.4049. Donc par exemple à 1.4035 ou 1.4040 ou 1.4020. Ça dépend de la manière dont on aime serrer ou non ses stop loss. En cas de cassure, donc en cas de scénario baissier, là les objectifs seraient fixés en fonction des représentants de Fibonacci de la tendance haussière précédente. Donc pour aller 38.2 à 1.3771, ensuite les 50% à 1.3414, ou encore chercher le support oblique baissier qu'on peut tracer depuis les plus bas du 23 mai, les seconds plus bas auxquels on a relié, c'est ceux du 11 juillet, etc. Donc à ce moment-là, ce sera un objectif plus proche des 38.2. Au niveau du stop loss, soit on est très large et on place au-dessus des plus hauts de mai, soit on n'est pas large, on place au-dessus des précédents plus hauts. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, je privilégierais le scénario aussi, hein, c'est ce que je préfère. Jouer la cassure en tendance, ça m'a toujours plus convenu, d'ailleurs on dit la tendance est ton ami, c'est pas pour rien, que de jouer les cassures et les phases de retracement. Voilà. Alors on baisse dans les unités de temps, on passe en 1 heure ici. Donc en 1 heure, on est pris dans un canal baissier. À moyen court terme, on est pris dans un canal baissier. Ça, je peux supprimer puisque je l'avais. Voilà. Donc tout simplement, il est assez régulier, assez intéressant. Des fois, on a des canaux qui sont un peu bizarres, etc. Là, on voit qu'on reteste à de nombreuses reprises la résistance, à de nombreuses reprises le support, ce qui renforce la crédibilité de ces deux derniers. Et donc, qui permet de se repérer plus facilement, même tendance. Donc ça, c'est sûr que c'est plus agréable, je trouve, d'analyser un marché dans lequel on a des zones de support et de résistance franches qu'un marché où on a toujours tendance à les dépasser, à revenir, etc. Mais c'est toujours le cas, parce qu'en pratique, c'est jamais aussi parfait qu'en théorie. C'est vrai que c'est plus agréable de trader ce type de marché. Donc là, on a eu des très belles réactions au contact à chaque fois des supports de résistance, en tout cas. Hein. C'est assez impressionnant. Alors, je vais essayer de déplacer simplement
mon support, voilà, parce que je pense qu'il serait plus cohérent ici. Et ma résistance, je pense qu'elle serait plus cohérente ici, voilà. Donc voilà les supports résistance du canal dans lequel on évolue actuellement. Donc en fond ici, j'ai pris les plus bas et plus hauts du dernier mouvement qu'on avait eu du 12 juillet jusqu'au plus haut du 27. Et on voit qu'on a retracé jusqu'à 61,8%. On a un peu accéléré et passé un peu en dessous de ce niveau avant de rebondir assez franchement. Donc ça c'est plutôt le signe d'un rebond. Donc on se verra la cassure éventuelle de la résistance oblique baissière ici. Donc en cas de cassure, on pourrait parier sur le ralliement, là à moyen court terme, des plus hauts marqués le 27, c'est-à-dire des 1.4535. L'objectif pourrait être par exemple passer à 1.4525 ou 1.4520. Donc c'est la même idée hein, que ce que je vous proposais tout à l'heure. Alors si on prend du recul, on fera attention également parce qu'on peut repérer une sorte de triangle dans lequel on s'engouffre actuellement sur l'euro-dollar, avec des plus hauts de plus en plus bas, et on a également des plus bas de plus en plus hauts. Donc c'est comme signe d'une hésitation. Donc on surveillera ça attentivement. Si on reporte sur le graphe en journalier, ça ramène à tracer le triangle. Voilà, la résistance elle est ici. Et le support, voilà, il serait comme ça. Voilà, on surveillera également la sortie de ce triangle. Je termine par du court terme. Donc on va se mettre notamment en 15 minutes. Alors, je simplifie le graphe. Donc en 15 minutes, on a terminé la semaine sur un élan haussier. Donc on a terminé au-dessus du point pivot. Donc pour le moment on est pris à court terme dans un élan haussier. Le reste, si on dézoome, on en a déjà parlé. C'est une période assez tendue, avec une tendance de fond sur les derniers jours plutôt baissière. Là, on le voit assez clairement, plus de plus en plus bas, plus de plus en plus bas. Mais avec un peu plus de recul, on se trouve actuellement dans un triangle, ce qui traduit l'hésitation de la part des investisseurs. Donc surveillez les seuils importants, que ce soit support ou résistance. Jouer les cassures, avec des stop loss pas trop serrés je pense, parce qu'on est quand même sur des périodes tendues et où on manque de repères, notamment sur le marché d'échange, qui est un marché qui peut beaucoup bouger, qui peut se reprendre, etc. parce qu'on manque de visibilité par rapport au marché action. Je pense que la meilleure manière de jouer à moyen terme, je pense que c'est jouer la cassure des seuils importants, que ce soit horizontaux ou obliques, avec des stop loss pas trop serrés, et des objectifs qui peuvent être importants. Parce que si on a beaucoup hésité ces derniers jours, dernières semaines, c'est pour ça qu'on hésitera également encore longtemps. Et je pense que ça peut déboucher sur de belles tendances, parce qu'on a de la nervosité. Celui derrière, on a envie de bouger. D'ailleurs, ça bouge beaucoup sur les autres marchés, notamment les marchés actions, l'or, etc. Et sur le marché Forex, pour l'instant, on peine, en tout cas sur l'euro-dollar, c'est pas vrai sur toutes les paires, on peine à trouver sa direction. Mais c'est pas pour ça que ça partira pas un moment. Et parfois, le mouvement peut être assez explosif. Donc, pas hésiter à jouer à ça, avec des ratios gain-perte assez importants, je pense. Donc, c'est-à-dire des objectifs 2, 3 fois, peut-être 4 fois pour ceux qui sont les plus audacieux, plus grands que les stop-loss. Ce que je conseillerais, c'est plutôt de trader à court terme, c'est-à-dire en intraday, l'euro-dollar, pour ceux qui tradent l'euro-dollar. Là, il y a des beaux mouvements, c'est assez intéressant à trader. Ceux qui suivent les émissions en direct peuvent voir ça avec moi tout au long de la journée. Ceux qui veulent jouer les annonces fondamentales, pas forcément les nouvelles qui tombent chaque semaine, mais les annonces, parce qu'en ce moment c'est très mouvementé, alors ça va peut-être se calmer après, mais tout ce qui était en rapport avec l'art d'abord les dossiers grecs, espagnols, italiens, ensuite la dette américaine, la dégradation, etc. Je conseille plutôt de jouer sur les marchés actions. Au moins les marchés actions, ça a le mérite d'être plus simple. Alors pour ceux qui ont suivi, là je vais pas les avoir sous les yeux, mais on a eu une belle dégringolade des marchés actions là, ces derniers jours, par rapport aux mauvaises nouvelles, ce qui n'est pas le cas par exemple sur l'euro-dollar. Autrement, jouer les actifs liés directement au risque, par exemple les valeurs refuges telles que le franc suisse, l'or, etc. Les actifs à risque peuvent être également intéressants tels que le pétrole, mais là encore on a parfois des mouvements ambigus. Donc voilà, je conseille plutôt marché action, marché des métaux précieux. Ça me semble assez intéressant à jouer là, à moyen terme. Je vous souhaite une bonne journée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.